En revanche, ça va nous permettre d'introduire Gwen qui va poser des questions sur l'état de la gauche aux États-Unis, parce qu'on se demande, Ouais. alors déjà, il y a un truc, c'est que maintenant, en 2021, on se dit, il y a une gauche aux États-Unis. Je suis Ouais. suffisamment âgé pour vous dire qu'il y a eu une époque où on se posait pas de questions. Il n'y en avait pas. Oui, alors c'est pas sympa de piquer l'introduction de ma chronique en disant ça, Thierry, mais ouais, Ah bon déjà, Ah ouais. c'est fou. Il y a une gauche aux États-Unis, il paraît, en tout cas suffisamment existante pour qu'on la voit même depuis l'autre côté de la flaque qui sert d'océan. Euh, et pourtant, bon bah comme on le disait là, c'est une histoire qui est compliquée, etc. Moi, ce qui m'a frappé dans ce retour de la gauche, et on en a déjà un peu parlé, dans cette réapparition, on va dire, d'une gauche un peu structurée, visible, etc., c'est que on a vu le retour des revendications socio-économiques, alors qui, comme tu l'expliquais, Vince, elles sont pas contradictoires avec les questions de revendications concernant les inégalités raciales aux États-Unis. Elles s'y ajoutent, et potentiellement, quand tu parlais de multiracial working class, donc de classe laborieuse multiraciale, tu sens qu'il y a une recomposition qui essaye d'aller plus loin que ce qui est devenu en fait un peu la question sociale aux États-Unis dans les années 80-90, qui parlait que de race sans parler de racisme, et surtout sans parler de racisme dans ce que ça avait de concret dans la vie des gens, c'est-à-dire que les travailleurs et les travailleuses nord-américaines subissaient des actes racistes d'individus blancs, mais surtout ils ont je sais plus combien de pourcents de salaire en moins, ils vont pas à l'université, ils ont des logements de merde, ils sont relégués dans des quartiers pourris, ils ont pas de sécurité sociale, donc en fait la moindre problème de santé c'est une catastrophe, ils sont moins bien payés, enfin tout ça en fait les choses qui sont des questions socio-économiques mais qui sont évidemment impactées directement par le racisme, et dont les liberals ne parlent pas, puisqu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt de casser le système privé d'assurance maladie, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à faire de l'investissement public pour X ou Y, etc. Puisque c'est des gens de droite, on le rappelle. 100% des candidats aux élections américaines sont de droite, y compris Joe Biden est de droite. C'était même un peu une blague à une époque sur lui quand même. Joe Biden est même, si tu le passes sur un échiquier politique français, Joe Biden il flirte avec c'est un l'extrême Sarkozy. droite. Oui, Il flirte avec l'extrême droite même. C'est ce que j'allais dire. Il me semblait avoir vu des choses qui disaient que c'était un... Alors en français, je ne saurais pas le traduire, mais un démocrate républicain, quoi. Il est tellement à droite dans le spectre du Parti démocrate que pas mal de gens se demandaient ce qu'il y foutait, en gros. C'est ce qu'on appelle des républicains light, ouais. Et pourtant, et là, pour moi, c'est le paradoxe et le truc assez fou de l'élection là, qui vient de se passer. Ce type a, de manière évidente, été élu grâce à la gauche. Grâce à un électorat libéral plus un électorat de gauche qui voulait se débarrasser de Trump, ok, ça c'est un truc, mais surtout grâce à la mobilisation et à l'activisme de la gauche. Enfin, on parlait de la mobilisation des électeurs en 2016, là, juste avant. Quand tu vois les États qui ont basculé Biden alors que bon, ça s'annonçait très chaud et tout ça, c'est systématiquement des États où la gauche, on va dire les gens qui étaient emmenés par Bernie Sanders, ont milité sur le terrain comme des dingues. Exactement. Et c'est eux qui ont fait basculer l'élection au final, parce que sinon il aurait fait comme Clinton, il aurait fait des gros scores dans les endroits où tout le monde est démocrate parce que c'est la côte, que tu peux te croire en Europe parce que tout le monde a un boulot à peu près et donc tout le monde a à peu près ce qu'il faut pour vivre. Mais sinon c'est vraiment en fait c'est la gauche socialiste qui a fait élire ce mec de droite. Et donc à partir de là, moi ça me pose plusieurs questions. Bon déjà, est-ce que cette gauche qui commence du coup à avoir aussi des élus, même s'ils sont minoritaires, comme Ocasio-Cortez, comme Bernie Sanders qui va prendre un poids énorme au Sénat, comme Ilhan Omar dont tu parlais, quelques autres, est-ce qu'ils vont réussir en tant qu'élus à faire des trucs, déjà, alors que le Parti démocrate va clairement pas les laisser faire, et à mon avis, ça risque d'être assez sanglant. Et d'un autre côté, Biden a peut-être compris que s'il fait pas un minimum de choses, ce sera un mandat one-shot. Et comment on est passé, mais cette fois dans les années vraiment récentes, tu vois, depuis 2016, en fait, depuis la première apparition de Sanders dans les primaires,
comment on est passé de la situation qu'on décrivait tout à l'heure où en gros, à gauche, la partie revendication sociale était complètement mise sous le tapis par une conjonction d'intérêts entre les libéraux qui voulaient pas en parler, les républicains qui agitaient les questions culturelles et les questions de race et les questions religieuses et aussi surtout pas qu'on en parle, et un militantisme syndical, etc., qui était assez moribond, on va dire, à la situation actuelle où justement tu as ce retour de revendication où on demande une sécurité sociale, où on demande des plans d'investissement pour le climat, où Sanders il parle de la gratuité des études, enfin des trucs qui au passage nous semblent quasiment normaux en France, hein, mais ou même le salaire minimum à $15 de l'heure. Comment on passe de la situation il y a 7-8 ans où demander à avoir un petit peu plus de présentateurs noirs à la télé, ça semblait être le premier truc, même si ça a une importance quand même dans un pays aussi divers que les États-Unis, je dis pas le contraire, à quelque chose où on se rappelle que, au fait, il faut que les gens mangent, se soignent, arrêtent de mourir, quoi, en gros. Alors, voilà. Donc il y a ces deux questions-là, quoi, le parlementarisme, on va dire, et puis le fond, comment ça a évolué depuis 5 ans, quoi. Alors, je vais commencer par l'évolution et ensuite je vais parler du parlementarisme parce que c'est ce qui se passe maintenant. Et pour préfacer ce que je vais dire, pour que ça soit sanglant, il faudrait déjà qu'il y ait un combat. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens qui soient au Congrès essayent de se battre. Mais je vais revenir dessus parce que j'ai une opinion très pessimiste qui fait que je me bats beaucoup avec des commentateurs de la politique américaine qui sont... les yeux en cœur par rapport au nouveau squad. On te connaît, Vince, hein, c'est pour ça que je te pose la question. Voilà, ça je vais revenir dessus après. Mais d'abord, tu demandes qu'est-ce qui a donné des crocs à la gauche américaine et qu'est-ce qui fait qu'elle existe. Faut se rappeler que la gauche américaine, elle a existé dans les années 20, dans les années 30, puis il y a eu FDR, il y a eu le New Deal. New Deal qui, je le rappelle au passage, a aidé majoritairement les Blancs et n'a pas élevé les minorités américaines, mais il y a eu le New Deal, d'un président tellement aimé qu'il a fallu que des termes, il y ait des limites de nombre de fois où on puisse être élu président, sinon FDR, il aurait été réélu 6 fois, je dis ça, j'exagère, mais il y avait ça. Il a été réélu 4 fois, non? Enfin, au total. Je crois que c'est 3, et il y a une limite qui a été posée. 36, 40 et 44, et il est mort. C'est pour ça que c'est limité à 2 maintenant. C'est limité à 2 maintenant, voilà. Donc il y a un appétit américain pour du programme social. Hein. Ça, c'est une évidence dans la population. Le problème, c'est que quand tu allumes la télé, bien sûr que non. Ensuite, cette gauche-là, elle a eu un gain de puissance avec... elle a pas eu d'existence pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a eu un gain de puissance malgré le McCarthyisme dans les années 50, et puis avec la naissance du mouvement des Civil Rights, puis le combat contre la guerre au Vietnam, et ensuite, je schématise, je vais sauter des présidences, mais ensuite il y a eu Reagan. Et Reagan, il a détruit la gauche américaine. Complètement, parce que l'idéologie de droite américaine a pris de l'ampleur, a pris de la place dans les médias, la gauche était complètement inaudible, la gauche hippie s'est complètement éparpillée, et il est rien resté de la gauche si ce n'est des syndicats d'ouvriers qui se battaient dans des petites poches de résistance politique à certains moments. Et puis ensuite, il y a eu, à la fin des années Reagan, il y a eu le père Bush, la guerre dans le Golfe, et puis il y a eu Clinton. Clinton, c'est la première amorce de la destruction de la gauche américaine, parce que c'est des gens, Clinton et les gens qui étaient autour de lui, qui ont fait campagne sur l'idée qu'il fallait parler comme des républicains. Exactement comme quand on te dit aujourd'hui, il faut parler comme la droite, et puis une fois qu'on les a mis au second tour, il faut faire barrage. Il y a eu Clinton, et le vrai petit regain de la gauche américaine. Juste avant que tu parles du regain, je veux quand même juste rappeler que Bill Clinton, c'est sous sa présidence qu'ils ont détruit la Social Security aux États-Unis. Qu'ils l'ont détricoté. Qu'ils l'ont détricoté, qu'ils ont vachement limité l'accès à l'assurance sociale, et aux assurances maladie, à Medicare, tout ça. Exactement. Sous couvert, au début de mandat, de vouloir l'étendre. D'ailleurs, il a quelque chose. Voilà. Et ils ont pourri leur système. Enfin, leur système d'assurance maladie a été pourri par des gens qui l'ont pourri en prétendant le sauver.
Exactement. On connaît ça, je crois. Ouais, on connaît bien. Ouais. Et donc ensuite, les premiers crocs de la gauche américaine qui revient, entre guillemets, c'est la guerre en Irak. La guerre en Irak, qui est un crime de guerre international, et qui a galvanisé une gauche américaine. D'ailleurs, les gens qui étaient les plus critiques de la guerre en Irak ont fini par prendre le pouvoir en 2008. Bien entendu, ils l'ont étendu, la guerre en Irak. Mais ça, c'est les premiers crocs. Et puis ensuite, il y a une crise économique. Il y a une crise économique en 2008 que nous, on a vécu en Europe, mais qu'eux, ils ont pris de plein fouet dans la gueule parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité aux États-Unis. Donc quand tout d'un coup, je crois que le chiffre, c'est 8 millions de gens qui perdent leur maison. Autant de gens qui perdent leur boulot, si ce n'est plus, comme ta couverture santé aux États-Unis, elle est liée à ton boulot. Quand tu perds ton boulot, tu perds ta couverture santé. Aussi merdique soit-elle, au moins elle a le mérite d'exister. Ça, c'est les premiers crocs de la gauche américaine, c'est 2008. Et ensuite, ce qui a, je pense, redonné un fighting chance, c'est-à-dire une chance de s'en sortir à la gauche américaine, c'est Obama. Et c'est pas Obama parce qu'il a porté la gauche américaine, c'est Obama parce qu'il a trahi la gauche américaine. Il faut se rappeler qu'Obama, il est porté en 2008 par, bien entendu, un espoir de la communauté noire gigantesque. Donc il y a un vote noir très 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 fort pour Obama. Mais il est aussi porté par tout le mouvement anti-guerre en Irak. Et toute la gauche américaine, les grands penseurs américains. Noam Chomsky appelle à voter pour Obama. Cornel West, qui est un grand penseur noir américain, qui est un peu le pendant de Noam Chomsky dans la communauté noire, qui est un type brillant, il appelle à voter Obama. Et Obama est porté par tout cet espoir, toute cette coalition, toute cette alliance. Et puis il arrive aux portes de pouvoir, il se retourne, schématiquement, il se retourne et il leur dit « Ok, merci les gars, salut. I've got it from here. Vous pouvez rentrer chez vous, je vais m'en occuper. » Il ferme la porte, il leur claque la porte à la gueule et il fait rentrer qui dans son cabinet administratif ? Wall Street. Et là, dans la gauche américaine, il y a une trahison qui est vue et qui est visible pendant que tout le commentariat explique que Obama il est formidable, qu'il va étendre la couverture santé américaine, alors qu'en fait, il passe l'Obamacare qui est en fait initialement le Romneycare, qui est un plan de droite. Alors c'est un plan de droite qui fonctionne mieux que le plan qui existe, mais c'est un plan de droite. Et là, la gauche américaine arrive à renaître parce que les gens sont en train de crever, tout simplement. Et au milieu de tout ça, au milieu de cette perfect storm de misère aux États-Unis, il y a le galvanisateur, c'est-à-dire le père de la, entre guillemets, révolution, c'est Bernie Sanders. Au milieu de tout ça, il y a le genre d'homme politique qui n'arrive qu'une fois tous les 50 ans, si ce n'est tous les 100 ans, c'est-à-dire la personne dont tu peux tirer une vidéo en 1978 et qui dira la même chose en 2020. Ouais. Il était déjà là, c'est il y a ces circonstances qui sont arrivées dans son scope plus que l'inverse. Exactement, il était déjà là, d'ailleurs il fait un discours contre la guerre en Irak au Parlement, et c'est le discours, je crois qu'il est à 2h du mat', il est seul dans l'hémicycle. Mais il est là, et il y a ce fil rouge de l'honnêteté d'un homme qui se bat depuis le début, et qui arrive au moment où les gens cherchent quelqu'un. Les gens cherchent quelqu'un, ils sont en train de perdre leur job, ils sont en train de crever, et il y a cet homme-là qui leur tend une perche. Voilà, ça c'est la renaissance de la gauche américaine. Et bien entendu, cette renaissance-là, bien sûr, il faut la tempérer. Bernie Sanders, déjà, quand il commence sa campagne, il y a 3% des Américains qui savent qui il est. Aujourd'hui, en 2016. Enfin 2015 d'ailleurs du coup. Ouais. Aujourd'hui, il y a 90% des Américains qui savent qui il est, donc bon, forcément, c'est plus pratique. Mais même en commençant avec ce déficit-là, alors qu'il y a 90% des gens qui savent qui est Hillary Clinton en 2016, il arrive à presque rien de la voir. Et il le fait en étant couvert dans les médias de manière absolument injuste. Il le fait
Il le fait parce qu'il a une stratégie, parce que au lieu de parler à la télé de conneries, il est sur le terrain, il est avec les syndicats, il a créé des organisations, il est suivi, et il y arrive presque. Il échoue, bien entendu. Il échoue parce qu'il y a une machine derrière les libéraux. Il y a une machine huilée. Et les libéraux sont les plus grands destructeurs de la gauche aux États-Unis. C'est absolument pas les républicains. Le travail du Parti démocrate, c'est d'écraser son aile gauche. Et d'ailleurs, est-ce que le travail du Parti démocrate, c'est d'éviter à tout prix un clivage qui serait un clivage type gauche-droite, en fait? Mais bien sûr. Et d'ailleurs, à l'époque, ce qui est effarant, c'est que c'est Donald Trump qui tweet la manière dont est traité Bernie Sanders, c'est dégueulasse. Et lui, il en sait quelque chose, puisqu'il a pris son parti par la droite. Et il a réussi. Entre autres parce que, paradoxalement, les règles électorales dans les primaires du Parti républicain sont beaucoup plus démocratiques que celles du parti qui s'appelle le Parti démocrate. C'est à mourir de rire, ou à pleurer. Mais, oui, Trump, il est arrivé, il a fait un clash populiste. Il a outé tous les mecs qui étaient qui étaient dans le Parti des Républicains comme étant des menteurs et des élitistes qui avaient amené les pauvres Américains vers la guerre en Irak. Et il a réussi. Bernie Sanders, il essaye la même chose. Attention, je fais pas du tout de théorie de fer à cheval. Je sais bien que la gauche et la droite, c'est pas la même chose et que Bernie Sanders n'a rien à voir avec Donald Trump. Mais Bernie Sanders, il a compris que la droite américaine, les démocrates, doivent être débordés par le populisme de gauche. Et lui, il se fait écraser. Il se fait écraser pourquoi ? Parce que les élites tiennent encore le Parti démocrate. Et qui va détruire Bernie Sanders en 2020 ? C'est personne d'autre que Obama. C'est-à-dire que, pour vous résumer la campagne. Exactement. Pour vous résumer la campagne de 2020, il était inévitable au début de la campagne de 2020 que Bernie Sanders allait gagner. C'est-à-dire qu'il avait réussi dans un combat en 1 contre 1 avec Clinton à arriver à presque gagner. Et il était inévitable qu'il allait écraser les libéraux cette fois-ci. Parce que il y a eu Trump. Et qui avait diagnostiqué la montée de Trump ? C'est Bernie Sanders. C'est cette gauche-là. C'est cette gauche qui s'intéresse aux problèmes des travailleurs et pas juste à la surface et au bling-bling. Donc, toutes les années 2016 à 2020, ça a été une victoire pour cette gauche-là d'un point de vue idéologique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les démocrates, ils ont présenté 20 candidats. Parce qu'il fallait surtout pas qu'il y ait un Joe Biden, Bernie Sanders. Je veux dire, entre un vieux de droite qui a eu des sorties racistes, qui a menti toute sa vie, qui a soutenu toutes les guerres qui existent, et qui a aidé à passer le Crime Bill de 94, et Bernie Sanders, c'était un combat que Bernie Sanders ne pouvait pas perdre. Ouais. Donc du coup, il y a 20 candidats. 20 candidats pour créer un bordel monstre, plein de candidats, il y a 20 candidats, il y a autant de plans sur la santé, il y a autant de plans sur le racisme, il y a autant de plans. Donc, pour bien noyer les électeurs américains. Au milieu de ça, t'as le Judas de la campagne, je sais que je vais pas bien me faire voir de certains gauchistes, mais Elizabeth Warren, qui est la... Voilà, elle est en service commandé, elle, non ? Je sais pas. Exactement. Donc, je suis même... Tu sais quoi, à un moment, j'ai pensé qu'elle l'était, et je pense qu'elle est c'est juste la personnalité la plus politique, avec l'instinct politique le plus pourri du siècle, on va le dire. C'est possible aussi. Donc il y a cette femme qui arrive là, qui a énormément de street cred dans la gauche américaine, parce qu'elle s'est battue contre Biden et Obama sur la dérégulation bancaire et sur la protection des consommateurs américains. Biden la déteste pour ça. Et elle est suivie par tout le mouvement de ce qu'on appelle les wine moms, c'est-à-dire les blanches américaines qui ont un peu de thunes, et qui sont très contentes de voir une universitaire progressistes, c'est ça ? Exactement. Les ménageurs de 50 ans ? Non, c'est pas ça. Exactement. Qui sortent de grandes universités et qui sont trop heureuses de voir une femme arriver. Et qui font de l'identity politics, et qui crachent sur Bernie Sanders parce que c'est un vieux blanc, donc la nôtre, elle est plus cool, entre guillemets. Ouais. Cette femme-là, elle arrive, et alors qu'elle a déjà planté Bernie Sanders en 2016, en se ralliant à Hillary Clinton, elle arrive et elle met son plan. Son plan est exactement celui de Sanders, bien entendu, sauf qu'il n'y a aucun croc dans son plan.
Et elle est là pour faire le dos d'âne, et ralentir Sanders. Et pour splitter les voix de la gauche, parce qu'elle a... Au début, elle est devant lui, il a 5% et elle en a 18, et puis sur la fin, lui, il en a, je crois, 20 et elle en a 6, parce que c'est du vent, il n'y a rien derrière. Mais elle va quand même orchestrer plusieurs attaques contre lui, dont la pire, alors que quand même, Bernie Sanders est un de ses meilleurs amis depuis des dizaines d'années, la pire étant qu'elle le traite de sexiste. Elle explique à un moment qu'elle a eu une discussion en huis clos avec lui et qu'il lui a dit... écoute, c'est mignon ta campagne. Enfin, je schématise bien sûr, Bernie Sanders parle pas comme ça, hein, mais je ne pense pas qu'une femme peut être élue aux États-Unis parce que le pays n'est pas prêt. C'est absolument pas ce qu'il a dit. Il le dément, mais elle va le tenir. Elle va le tenir, et puis on va lui poser la question à CNN et elle va continuer à le tenir. Et elle va planter l'homme qui a été avec elle pendant toutes ces années-là dans le dos, pour l'espoir d'un spot en tant que vice-président. Exactement ce qu'elle a fait en 2016, parce qu'elle voulait un poste de vice-président, et puis elle l'a pas eu, parce que ces gens la détestent. Elle est progressiste, elle est un peu plus de gauche qu'eux, même si, il n'y a aucun croc dans ce qu'elle raconte, mais ces gens la détestent. Et elle a tellement de vanité et juste de nullité politique qu'elle va sacrifier Sanders pour une place qu'elle n'aura pas. Ça, c'est ce qui s'est passé à la gauche. Attends, le mieux dans cette accusation de sexisme... Ah, c'est Game of Thrones, hein, Ouais, non mais attends, le mieux là-dedans, c'est que non seulement Sanders n'a pas dit ça, mais en plus, même s'il l'avait dit, c'est pas sexiste, ce serait plutôt constater le sexisme de l'électorat américain. Exactement. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr, et ça a quand même marché. Mais bien sûr, parce qu'il y a un culte dans le Parti démocrate, et c'est pour ça que ce parti n'arrivera jamais à être pleinement réformé, tant que ce culte-là n'est pas mort. Il y a un culte de la civilité. Quand tu regardes les débats de Trump avec les républicains en 2016, il leur rend dedans, il les traite de losers, il se fout de leur gueule, il les ridiculise, et les gens applaudissent. Quand Bernie Sanders pointe une différence sur un programme politique, je te parle pas de rentrer dans quelqu'un ou d'aller dire hey, Joe Biden, t'as voté telle loi en 96, ce qui en soi d'ailleurs n'est pas rentrer dans quelqu'un, ce qui est juste souligner son programme. Quand Bernie Sanders fait ça, t'as 15 personnes autour de lui qui lui disent non, attendez, non, l'ennemi c'est Trump. Soyons civils, on est entre gens de bonne famille entre guillemets, on est entre gens bien éduqués. Non, il faut pas être violent. Et toutes les Karen entre guillemets, ce qui est un très bon terme d'ailleurs, toutes les wine moms américaines sont là. Oh mon Dieu, il faut pas lever le ton. Non, moi ça me stresse quand les gens sont pas d'accord. Tu vois, un truc un peu comme ça. Et les libéraux s'en servent. C'est pour ça que tous les profs d'anglais que j'ai eus avaient des tendances démocrates. Il y a un peu de ça. Et voilà, c'est les démocrates américains. Voilà, il faut pas hausser le ton. Non, attends, le pays est trop violent. Non, s'il te plaît, hausse pas le ton. On est tous ensemble. Oui, regarde Bernie, ton plan c'est pas le même que Biden, mais regarde, on peut être potes. Mais non, on peut pas être potes. Nous avons les mêmes, ça me rappelle un petit peu l'intervention, le temps perdu par Obama, qui a littéralement perdu son premier mandat de 4 ans à essayer de se concilier les bonnes grâces du républicain qui le haïssait, qui était prêt à vendre père et mère pour le détruire, et qui a passé son deuxième mandat à constater l'échec de ses tentatives de conciliation. De quoi on parlait déjà ? Oui, donc le parlementarisme de la gauche américaine aux États-Unis. Vincent, en 2 phrases, s'il te plaît. Voilà. Bon, alors, comme vous le savez, il y a une squad aux États-Unis. Elle est hautement médiatisée. Bon, d'ailleurs, on n'en connaît que 2 ou 3 membres en France, mais... Non, en France, on connaît Alexandria Ocasio-Cortez. Les autres, on voit vaguement qui c'est. Ouais, Ilhan Omar vaguement, mais voilà, quoi. Ouais, Ilhan Omar parce qu'elle a été attaquée par Trump régulièrement. Voilà, Ilhan Omar parce qu'elle est la cible de militants racistes. Mais ce qui n'est pas la bonne façon pour connaître quelqu'un. Non, clairement. Et donc, il y a, sur le sillage du mouvement de 2016... la naissance des Justice Democrats, c'est-à-dire des démocrates qui sont de gauche. Je sais, ça peut faire peur, mais ça existe. Et qui, de manière très stratégique, commencent à dézinguer des mecs qui sont là dans le Parti démocrate depuis 30 ans et qui prennent des voix. Je vais passer toutes les guerres, c'est super intéressant, hein, mais on n'a pas le temps.
Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a un Sénat qui est démocrate, 50-50, avec une voix décisive pour les démocrates. Et il y a une House of Representatives que je vais appeler la maison, même si c'est une mauvaise traduction, dans laquelle les démocrates ont une majorité. Ceci dit, c'est une majorité plus faible qu'avant, parce qu'ils ont réussi à perdre des sièges après Trump. Je ne sais pas si tu vois le délire. Ça veut vraiment dire qu'il y a des gens champion. Voilà, ils ont une marge moins importante qu'avant, parce que tout simplement, il y a plein de candidats qui n'en ont rien à foutre de la gauche, et qui ont fait leur campagne selon les mêmes termes qu'avant. Ça marche plus en 2020 et on le voit. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'il va y avoir du sang? Et ce que je t'ai répondu, je ne sais pas si on enregistrait à ce moment-là, c'est pour qu'il y ait du sang, il faudrait qu'il y ait un combat. Et pour ça, je vais prendre juste quelque chose qui s'est passé le mois dernier. On ne va pas parler des autres combats qu'il y a dans la gauche américaine, mais celui-là, il est super important. Et il recoupe quelque chose d'important qui a été dit tout à l'heure par Thierry, qui est la politique, c'est un rapport de force, pas un rapport de conciliation. Bah ouais. C'était facile jusqu'ici d'être de gauche, parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir. Et il n'y avait pas besoin de se battre contre Trump, parce que l'establishment démocrate... Enfin, il n'y avait pas besoin de se battre contre l'establishment démocrate, parce que l'establishment démocrate était contre Trump. Et donc, quand tu es de gauche, tu étais aussi contre Trump. Alors bien sûr, il y a 50 000 divergences, notamment parce que l'establishment démocrate est contre Trump, puis vote tous ses budgets militaires, est contre Trump, puis lui donne du pognon pour construire un mur avec le Mexique, est contre Trump, puis vote tout ce qui lui demande. Les réductions d'impôts. Les réductions d'impôts, etc. Donc il y avait des divergences. Mais à l'époque, elles n'étaient pas trop visibles parce qu'elles sont noyées dans le combat médiatique contre Trump. Pour rendre ça compréhensible à un auditoire français, en gros, ils ont eu leur moment tout sauf Sarko, mais avec Trump. C'est ça. Exactement. Et donc, voilà, toutes les divergences se sont C'était super facile d'être de gauche quand il y avait Sarkozy. Parce que, tout le monde contre Sarkozy. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que il y avait des gens qui n'étaient pas nécessairement très de gauche, du moment qu'il n'y avait plus Sarkozy. On l'a vu avec François Hollande. Et puis, le pivot de tous les anti-sarkozystes qui sont devenus pro-Macron désormais, ça c'est en passant, en ayant fait un petit détour par Hollande, ça c'est un classique politique, ça. Bien sûr, bien sûr. Tu te construis par rapport à... En fait, il y a des rapports de force, mais effectivement, on se construit par rapport à l'adversaire, mais on ne se construit pas aussi en opposition, on se construit en proposition. Exactement. Et sous Sarkozy, comme sous Trump, les opposants ont quand même manqué, à part une certaine frange de la gauche plus combative, mais ont quand même singulièrement manqué de propositions. Dire l'autre, il est méchant, ça suffit pas. Non, ça marche pas. Et du coup, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le Trump Derangement Syndrome. C'est les Russes sont drôle. Partout, les Russes. Oui, mais vous avez voté pour ces diminutions d'impôts. Les Russes. Oui, mais vous avez voté les enfants dans les cages. Vous le faisiez déjà à l'époque. Non, c'est les Russes. C'est les Russes qui mettaient les enfants dans les cages. On a un temps limité, ne me lance pas sur le fait que des gens qui se réclament de l'anticomplotiste se soient mis massivement à promouvoir une théorie du complot russe. Bon voilà, il faudrait en parler encore en 2 heures, mais non, mais tu as tout à fait raison. Je pense qu'il faut qu'on parle très rapidement de ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que la gauche américaine, elle a les pouvoirs. Trump est en train de partir, donc le Trump Derangement Syndrome, ce sera plus une excuse. Il s'est passé un truc assez monumental le 6 janvier, c'est-à-dire que le président de la Chambre des représentants devait être réélu. C'est Nancy Pelosi, une femme qui a détruit la gauche depuis 40 ans, qui est de droite. Je vais passer sur ses exploits. Le squad américain, c'est à peu près 7 ou 8 personnes, je pense, le squad vraiment soudé. Et puis le caucus progressiste américain, c'est-à-dire les gens qui se disent progressistes, bien sûr il y en a plein qui ne le sont pas dedans, c'est 98 personnes. Pour la première fois depuis longtemps, ils avaient le pouvoir politique de retenir leur vote et d'obtenir des concessions de Nancy Pelosi. Ce qui, soit dit en passant, est ce qui avait déjà été fait par l'aile droite des démocrates il y a 4 ans, qui avait obtenu plein de concessions de sa part à elle. Elle avait tout lâché pour être élue. Et là, donc il y a eu une campagne énorme montée par un YouTuber de gauche américaine qui fait beaucoup de controverses parce qu'il crie très fort et qu'il a quelques positions qui peuvent être
définie comme complétiste. Et il y a eu toute une partie de la gauche qui est tombée sur une autre partie de la gauche qui demandait des concessions. C'est-à-dire des gens qui disaient « obtenez quelque chose ». Alors ça s'est focalisé sur Medicare for All, qui était forcé là à promettre qu'il y aura un vote sur Medicare for All. On sait qu'on va le perdre, ce vote. On sait qu'on n'a pas la majorité, mais on va pouvoir forcer les gens qui disent qu'ils sont pour. On va pouvoir les forcer à voter. Ils vont devoir le prouver. Et ça va être un pouvoir énorme pour nous, pour ensuite les éclater dans des... Voilà, virer ces gens. Montrer son jeu. Faire de la politique, quoi. Faire de la vraie politique. Et alors, il y a tous les gens, ce que j'appelle les geeks politiques, qui sont venus dire « Oui, mais c'est pas possible parce que telle règle au Sénat fait que machin, et tel comité doit faire machin et tout. » Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je suis allé dans les règles, mais je peux me gourer sur la profondeur. Mais ça, c'est pas grave. C'est un truc de geek politique qui n'intéresse personne. Les gens qui ont faim, ils se demandent pas comment ça marche le parlementarisme. Ils veulent voir des gens qui se battent pour eux. Et, de manière assez hallucinante, Alexandria Ocasio-Cortez, je lui reconnais au moins le courage de l'avoir fait, mais elle est venue sur Twitter parler à des gens très connus dans la gauche américaine, leur dire non, c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que Trump. C'est pas le moment parce que sinon les républicains vont récupérer la Chambre. Ce qui est un mensonge absolu. Il n'y avait aucun moyen pour les républicains de récupérer la Chambre. Si Nancy Pelosi n'avait pas été élu, ils auraient juste refait un vote, ils auraient trouvé un autre candidat. Mais tu te rends compte que les gens que tu as portés là avec espoir ne se battent pas. Ne se battent pas. Et le vote s'est déroulé de la manière suivante. Ils ont voté pour Nancy Pelosi. Il y en a 2 qui ont voté contre. Et puis après, il y a 2-3 mecs de droite dans les démocrates qui ont voté contre. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les voix. Et puis ils ont voté pour elle. En deuxième voie. Sans rien obtenir. Alors eux, ils te disent, oui, mais on a obtenu des voix dans un comité, tel comité, de machin, de trucs. Mais tu penses vraiment que c'est ça une victoire politique ? Déjà, quand bien même les comités, ils sont toujours tenus par l'aile droite du Parti démocrate. Les voix que vous avez, les sièges que vous avez obtenus dedans, vous en avez aussi perdu. Donc en fait, votre pouvoir dedans, il est le même. Et en fait, tu te retrouves face à une gauche qui ne veut pas se battre. Et je vais finir donc là. Qui sait pas, parce que l'Amérique, c'est pas un pays de combat politique énorme. La gauche, elle est balbutiante. Ocasio-Cortez, en fait, elle est en train de se faire assimiler doucement par l'establishment parce que, elle a un avenir politique. Les règles politiques aux États-Unis font que plus tu es là longtemps, plus tu as de pouvoir dans les comités. Donc, tu te dis, merde, ça serait con de faire que 4 ans. Mais de son propre aveu à elle, en 2018, elle disait... Si je ne suis là que sur un terme de 4 ans, je préfère ça 1000 fois à vendre mes idées. Et elle est en train de le faire. Ilhan Omar, qui est anti-impérialiste dans les paroles, elle vote pour Nancy Pelosi, qui est la pire impérialiste. Enfin, il y a vraiment une désillusion d'une partie de la gauche qui se sent abandonnée. Et enfin, parce que je vais finir sur la maison des députés, on n'a pas trop de temps, mais voilà, il faut voir ça. Il faut voir qu'il n'y a pas de combat pour l'instant et que je doute qu'il y en ait. Pour l'instant, c'est mon côté pessimiste. Bernie Sanders va avoir une place énorme au Sénat américain. Bernie Sanders, c'est ce que j'appelle le père de la révolution. C'est le bonhomme qui a remis tout ça sur la carte, quoi. $15 par heure, une couverture santé universelle, l'université gratuite. Et il dit il y a 2 ou 3 jours, on va se battre pour nos idées dans le contexte de ce que Biden propose. Comment ça, dans le contexte ? Quel contexte ? Fuck le contexte. Ton but maintenant, c'est... Ça va être compliqué. C'est de forcer le contexte. Ton but maintenant, c'est de forcer le contexte. Le mur qui arrive en 2022 ou en 2024, si les démocrates font ce qu'ils ont fait en 2008-2010, c'est-à-dire quand ils avaient tous les pouvoirs et qu'ils n'ont rien fait pour le peuple, c'est le fascisme. Intelligent. C'est un Trump intelligent, organisé, c'est du réel fascisme. Ouais. Le mur, il est là. Et la gauche américaine, pour l'instant, elle est en train de nous vendre de l'incrémentalisme. On va obtenir quelques petits sièges, il faut voter pour nous. Mais les gens, ils n'ont pas le temps. Et en plus, si tu es en train d'aliéner ta base, tu vas crever, quoi. Alexandria Ocasio-Cortez, elle disait de manière très claire, le but de la gauche en politique, c'est de rendre les gens inconfortables et de les forcer à faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et tout d'un coup, quand les gens la rendent, elle, inconfortable, elle dit que c'est de la violence et que ça va aider la droite. Et tu te dis, mon Dieu, mais
Mais quelle désillusion, quelle perte de pouvoir politique. Voilà où on est la gauche. Voilà où on est la gauche aux États-Unis. Donc à un moment donné, c'est se poser la question de savoir... je ferai très attention à utiliser des mots comme trahison et des trucs comme ça, parce que je pense que c'est des mots qu'on a tendance à un peu trop vite employer, mais je pense que tout simplement quand on a été écarté trop longtemps du pouvoir et que qu'on a été trop longtemps dans l'opposition et que d'un coup d'un seul on se retrouve aux affaires, je pense qu'à un moment donné ça devient très on oublie comment gouverner. Je pense que la gauche, et ça c'est un truc qui nous concerne aussi, nous avons oublié comment gouverner efficacement.